Bonjour tout le monde et bienvenue. Mon nom est Sayward Montague. Je serai l'animatrice de ce webinaire en direct d'Ottawa où nous allons joindre Colleen Flood en Nouvelle-Zélande. Elle est directrice du Centre de droit et de la santé de l'Université d'Ottawa. Ottawa, mon lieu de résidence et celui du Bureau national des retraités fédéraux, se trouve sur un territoire non cédé de la nation Anishinaabe Algonquin. Étant donné que cette réunion, comme la plupart des réunions en ce moment, se déroule virtuellement, une simple reconnaissance du territoire ne rend pas hommage à tous les peuples et nations qui ont pris soin de ce territoire avant nous et ne rend pas compte de la richesse de notre répartition à travers le Canada. J'encourage chacun et chacune d'entre vous à partir duquel vous vous joignez à notre webinaire d'aujourd'hui pour réfléchir aux solutions qui nous permettraient de progresser dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Prendre un moment pour reconnaître le territoire autochtone. Depuis ses débuts en 63, à Victoria, en Colombie-Britannique, les retraités fédéraux militent pour protéger les pensions et les prestations acquises par ses membres et pour améliorer la vie de tous les Canadiens à la retraite. Nos initiatives de défense des intérêts non partisans soutiennent une retraite sûre pour les Canadiens et Canadiennes, la capacité de vieillir chez soi dans la dignité et la sécurité ne devrait pas dépendre de votre code postal. Mais force est de constater, la pandémie nous a appris que c'est bel et bien le cas, notamment quand il s'agit de soins de longue durée. Merci aux personnes qui se joignent à nous cet après-midi et en particulier à Colleen Flood. Elle est directrice inaugurale et professeure et titulaire de la chaire de recherche. Elle est également directrice inaugurale du Centre de droit, de politique et d'éthique de la santé de l'Université d'Ottawa. De l'an 2000 à 2015, Colleen était à la faculté de droit de l'Université de Toronto et de 2006 à 2011, elle a été directrice scientifique des IRSC, Institut de recherche en santé du Canada. Son domaine de recherche principal met l'accent sur les études comparatives sur les soins de santé, le droit, les pratiques en matière de santé, etc. Tout. Elle se joint à nous de la Nouvelle-Zélande. Merci de vous joindre à nous. Sachez que ce webinaire est enregistré et vous sera acheminé la semaine prochaine si vous vous êtes inscrit à cet effet. Vous remarquerez les boîtes, des, les boîtes vidéo des conférenciers, conférencières. Toutes les personnes qui assistent au webinaire sont en mode visionnement seulement, ce qui veut dire que vous ne pouvez voir que les personnes qui font une présentation. Si vous souhaitez poser une question durant ce webinaire, cliquez sur le bouton Q et R au bas de l'écran pour ouvrir la fenêtre permettant de taper vos questions. À partir de la fenêtre des questions et des réponses, vous pouvez taper votre question et cliquer sur le bouton Envoyer. Pour la soumettre, veuillez noter que toutes les questions auxquelles nous répondrons durant le webinaire s'afficheront à l'écran dans la fenêtre des questions. Nous répondrons aux questions à la fin de notre présentation. Mais veuillez les taper dans la fenêtre à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. J'aimerais aussi vous signaler que vous pouvez voter sur les questions qui ont été soumises en cliquant sur l'icône pouce en l'air. Cela aidera notre équipe à comprendre ce que vous souhaitez le plus savoir de la part de notre panéliste aujourd'hui. Si vous entendez une question à laquelle vous aimeriez qu'on réponde, cliquez sur l'icône pouce levé.
Comme l'option Converser qui se trouve au bas de votre écran n'est pas disponible, veuillez vous assurer d'utiliser la fonction Q&A pour soumettre vos questions. À vous la parole, Montague. Merci, Joanne. Et merci. Et maintenant, commençons. Pauline fera un survol des soins de longue durée au Canada. À ce faire, nous expliquera la racine du problème et la voie qui s'offre à nous pour améliorer la situation. Après quoi, nous pourrons converser avec Colleen et lui poser des questions. Nous avons déjà des questions, nous avons déjà reçu des questions, mais n'oubliez pas, si vous n'avez pas déjà fait cela, posez vos questions dans l'onglet Q. Alors, je vais activer mon écran. Voilà. C'est Word, ça va? Bon. Alors, merci infiniment à Jessica pour cette invitation à vous adresser la parole aujourd'hui et pour son aide à tout organiser, à Joanne, pour la formation en Zoom. Je ne l'ai pas fait récemment. Je vais vous parler des normes en soins de longue durée. Vous savez que j'ai des antécédents dans ce sujet. Je l'ai étudié abondamment, le carnage de la COVID-19 dans le secteur des STL au Canada. Nous amène à une distinction très triste au nombre des pays déclarant des décès liés au cas de COVID-19 confirmés dans le secteur des SSD et uniquement et déclarant des décès parmi les cas confirmés et probables, le Canada a déclaré le taux le plus élevé, c'est-à-dire 80%. C'est désolant. Les familles, les membres de la famille de ces personnes décédées, les militaires qui sont venus au secours dans les soins de longue durée ont été bouleversés. Et pourquoi ceci s'est produit? Nous croyons que ce carnage s'explique. Je ne m'y attendrai pas en de très amples détails, mais surtout, c'était les employés contractuels qui se déplaçaient d'un établissement à l'autre, aucun droit de congé de maladie. Alors, s'ils se sentaient mal, revenaient au travail et les contaminaient. Les, les résidents aux soins de longue durée et le personnel des collègues de travail. Et de plus, le renvoi des patients malades de la COVID-19 à ces immeubles de soins de longue durée. Et donc, pourquoi? Pourquoi c'est 80% des décès de COVID-19 en SLD ici au Canada? Pourquoi? Selon moi, c'est un manque d'imputabilité et la surveillance manquante, une réglementation défaillante. Et donc, je vais vous raconter quelques exemples de situations dans les centres de soins de longue durée en Ontario. Et sachez que le gouvernement de l'époque a instauré un mode de gouvernance qui était dominé par l'institution, par l'entreprise elle-même, par le secteur des soins de longue durée eux-mêmes. On parle ici du secteur privé dans plusieurs cas. Et donc, ceci explique très bien. Et on doit ensuite se dire, mais alors, pourquoi cette tempête parfaite de livraison en résidence privée
dans un contexte d'absence de réglementation et de surveillance, comment ont-ils été exposés, ces personnes âgées, et surtout les femmes? Les femmes plus âgées ont été majoritairement victimes de la COVID-19. Comment nous réagissons aux personnes avec la démence, l'Alzheimer et des déficiences intellectuelles et physiologiques qui ont des handicaps? Et donc, tout ceci pour cerner l'enjeu des personnes qui se retrouvent en centre de soins de longue durée. Ceci explique pourquoi nous, en tant que société, avons permis une telle situation. Allant de l'avant, on parle énormément de l'importance d'améliorer la situation, d'investir. Même avant la pandémie, la plupart des gens, je crois, craignaient d'être hospitalisés dans ces soins de longue durée. Je pense que maintenant, les gens sont terrifiés. Personne ne voulait jamais se retrouver là. Mais nous avons rapport après rapport d'incidents graves dans les soins de longue durée et on n'a rien fait. La réalité veut que là où l'on se situe sur le plan international, le Canada dépense moins de son PIB que les pays de l'OCDE. Et donc, mes collègues de l'Institut national sur le vieillissement, que les coûts de soins de longue durée vont tripler si on n'investit pas présentement. Dans les prochaines 30 années, les soins de longue durée, les coûts vont plus que tripler. C'est un défi de politique énorme. Même d'espérer maintenir le statu quo, qui évidemment est peu désirable. Nous allons avoir des difficultés à maintenir la couverture actuelle, aussi manquante soit-elle. Et donc, les gouvernements provinciaux sont à mettre l'accent sur des soins de longue durée formels aux soins à domicile très informels, de sorte que la famille, la communauté, les amis vont prodiguer les soins aux personnes vieillissant à domicile. Nous devons réaliser que ceci est énorme et sous pression en raison des facteurs démographiques, la mondialisation et en parallèle de cette croissance des besoins en soins de longue durée, nous allons voir une chute de 30 d'aidants naturels non rémunérés en raison du vieillissement. Donc, la moyenne des gens d'aidants naturels vont être obligés de contribuer à plus de 40 pour combler la lacune des aidants naturels vieillissants qui ne seront pas disponibles. Et donc, toute cette conjecture, nous avons parlé des femmes qui sont plus susceptibles d'être en soins de longue durée et plus susceptibles d'être les aidants naturels, à être obligés de faire plus d'ouvrages et va donc nuire à leur possibilité ou à leur rémunération, la durée de leur rémunération pour assurer leur fonds de pension. Elles sont souvent des femmes qui sont des préposées aux bénéficiaires, sont souvent des populations racialisées. Il est important de reconnaître le manque d'heures de travail, abandonner le travail pour être des aidants naturels face à la population vieillissante et on voit l'écart entre les femmes
qui sont susceptibles de perdre des revenus et des garanties pour leur vieillesse. On doit donc tenir compte de trois choses. On ne peut plus continuer avec le carnage dans les soins de longue durée. Il nous faut trois choses pour améliorer la situation au Canada, pour transformer les soins aux personnes âgées au Canada. Alors, les trois éléments, les nouveaux investissements dans les soins de longue durée et des normes claires, surtout en lien avec les niveaux de personnel, leurs normes et leurs qualifications. Nous n'aurons pas tous besoin de soins dans les SLD. Et pour un bon pourcentage d'entre nous, il sera nécessaire d'offrir des soins de longue durée 24 heures par jour. Et ce sera nécessaire que ce soit dans des lieux sécuritaires. La deuxième chose qu'il nous faut, ce sont les investissements dans les soins à domicile formels pour nous permettre de demeurer à la maison aussi longtemps que possible, avec des services formels à la maison. Nous devons donc en faire davantage pour assurer des soins à domicile formels. Et troisièmement, nous devons soutenir les aidants naturels, les hommes ou les femmes qui vont être les aidants naturels de leur papa ou de leur maman, très âgés. Alors, il faut leur accorder des périodes de répit, des congés, des prestations d'espèces, des formations. Et donc, les provinces n'ont pas les finances nécessaires, semblerait, pour réaliser ces objectifs. Et la question pour nous dans l'après-COVID, quel est le rôle que doit jouer le gouvernement? Et je vous dirais qu'il y a un besoin clair de nouveaux investissements. Le gouvernement fédéral doit investir pour galvaniser des changements réels, des vrais changements. Avec le vieillissement, les provinces vont vouloir prendre l'argent et ne rien faire, dépenser l'argent ailleurs, par exemple à l'hôpital, ou payer les infirmières davantage, ou autre chose, quelque chose de plus populaire et plus avantageux pour les politiciens. Et donc, nous devons nous assurer que ce qui sera adopté aura un impact pour pour véritablement changer la situation dans les soins de longue durée. Si on tient compte de normes nationales, quelles sont les normes que nous espérons observer d'un océan à l'autre? La qualité des soins, donc, pour les personnes en soins de longue durée est difficile à mesurer. Ce n'est pas comme de déterminer la qualité d'une paire de chaussures ou un nouveau vêtement ou même la qualité d'une résidence. La qualité des soins pour des adultes très fragiles en fin de vie n'est pas quelque chose qui se mesure facilement et souvent. Et donc, face à un tel problème dans un contexte financier, c'est de mettre l'accent sur les intrants, c'est-à-dire la formation et la culture des professionnels de la santé. Et c'est pour cela qu'on consacre énormément de temps à former les médecins et les infirmières pour nous assurer que dans les relations intimes entre médecins et patients, que le médecin aura la culture et la formation nécessaires pour assurer la qualité des soins à ce patient. La qualité, donc, des intrants est de la plus haute importance. Il nous faut des normes d'un océan à l'autre en lien avec les besoins de la population. Et en deuxième lieu, avec les normes
Nous avons beaucoup d'établissements à but lucratif dans certaines provinces qui réalisent des profits qui seront employés moins, qui veut dire que pour réaliser des profits, ils vont employer moins de personnel cliniquement formé. Donc, ils vont employer des personnes qui leur coûtent beaucoup moins cher. Ils vont donc embaucher des PAB, des préposés aux bénéficiaires. Ils n'ont que des contrats à temps partiel, sans congé de maladie. Et donc, les services cliniques seront inférieurs à ce qu'on pourrait retrouver dans un établissement public équivalent. Selon toutes nos données, ceci est tout à fait démontré. Ils ne veulent surtout pas avoir à payer des congés de maladie et, et ceci, comme on l'a vu, on l'a constaté, l'absence de congés de maladie assure la propagation des contagions d'un établissement à l'autre. Alors, nous devons étudier soit l'interdiction des services à but lucratif ou réglementer ces institutions avec surveillance et un système d'inspection. Je ne veux pas trop m'y attaquer. C'est un problème, non seulement dans le contexte des services à but lucratif, mais c'est dans le système public, le problème existe également. C'est en lien avec la qualité des soins, la qualité des intrants, la formation et la culture des professionnels de la santé. Le refrain que l'on va répéter, les soins de santé, ça relève des provinces. Alors, fichez-moi la paix. Et donc, c'est faux. C'est faux du point de vue juridique. La Cour suprême a noté que le gouvernement fédéral a compétence pour tout ce qui touche la santé et la sécurité publique et son pouvoir de dépense, de dépenser. Et donc, normalement, la réglementation des soins de longue durée serait normalement relevant du rôle provincial. Cependant, le gouvernement fédéral a toujours la possibilité d'utiliser son pouvoir de dépenser et les tribunaux ont jugé que le fédéral recueille nos impôts et peuvent ensuite acheminer ces argents aux provinces en échange d'assurances avec des garanties irréfutables de la part du fédéral et du provincial à rencontrer certaines obligations. Et donc, c'est notre système de santé. Et donc, le fédéral donne des sommes d'argent aux différents gouvernements provinciaux et territoriales. Vous le savez également que ceci ne fonctionne pas trop bien. Notre système de soins de santé a attiré des investissements du privé. On, on se plaint des délais d'attente pour une procédure. Et donc, le système de soins de santé privé n'est pas ce qu'on veut choisir. Il faut donc comprendre comment le gouvernement fédéral peut se privilégier de son pouvoir de dépenser
pour améliorer les soins de santé. Évidemment, ce pouvoir de dépenser du fédéral qui, selon les provinces et les territoires, disent que les contributions sont, disent constamment que les contributions du fédéral sont insuffisantes. Et en vérité, les contributions du fédéral ont diminué. Et donc, les provinces ne seront pas ravies si le fédéral vient à la table et dit, voici, nous avons de l'argent ici pour vous, mais nous voulons que vous vous conformiez à certains critères. Les provinces pourraient dire, oui, oui, vous dites toujours ça. Et voilà ce que ça donne. Et donc, ils vont devoir, les finances provenant du fédéral vont devoir être d'importantes sommes avec garantie irréfutable de la part du fédéral. Et tel que je l'ai dit, nous devons apprendre des problèmes dans le système de santé du Canada. En principe, je crois que ceci n'oblige pas en tant que critère l'imputabilité sur la manière de dépenser les investissements du fédéral, la qualité des intrants, la formation et la culture des professionnels de la santé, etc. Et donc, cette norme d'imputabilité, de transparence, l'établissement de normes nationales pour que chaque province doive rendre des comptes pour s'assurer d'offrir les meilleurs soins à ces personnages-là au Canada. Et donc, comment résoudre ce dilemme de gouvernance? Prendre l'argent du fédéral et la distribuer aux provinces d'une manière qui assurera l'amélioration des soins aux personnes âgées au Canada. Et donc, je crois que la manière de procéder, une nouvelle législation fédérale doit demander à chaque province d'avoir un régulateur ou un panel d'experts indépendants qui, sans représentation, tout à fait indépendant du gouvernement et tout à fait indépendant de l'industrie. Alors, un panel ou un dirigeant expert qui va devoir définir les normes en soins de longue durée, en maison de retraite, en soins à domicile, va déterminer le niveau de personnel, la formation du personnel, les modèles de soins, la formation selon les besoins des personnes qui ont besoin de ces soins de longue durée. Il s'agira donc d'émettre des rapports de rendement transparents. Il faut être souple, il faut savoir s'adapter, il faut que ce soit réel. Ça ne doit pas être une question de rhétorique. Il faut que les établissements soient obligés de livrer des rapports de rendement transparents et doivent faire l'objet d'un système d'inspection. Les panels d'experts eux-mêmes devront rendre des comptes au provincial et au fédéral directement. Et ce panel d'experts va devoir consulter auprès des populations, les parents, les enfants de cette population, des personnes en SLD. Et donc, ce panel d'experts devra également rendre des comptes au public et au provincial et au fédéral, surtout au public. Bon, et je crois également un élément très important,
pour nous assurer que le panel d'experts indépendants demeure fort, que le gouvernement fédéral paiera directement les coûts de chaque commission de panel d'experts de chaque province. Et le gouvernement fédéral devrait également payer une somme supplémentaire à chaque province pour les SLD et les soins à domicile. Et de plus, le gouvernement fédéral devrait payer pour un poste de protecteur des aînés auprès duquel les plaintes seraient déposées. Alors, ceci est au cœur de ce que je crois pourrait être une solution pour nous au Canada. Je crois que ce que vous constaterez, que l'on va chercher à éviter le tout. Ils vont vouloir adopter une partie et nous avons vu du fédéral et du provincial des accords entre le fédéral et certaines provinces sans transparence et sans se préoccuper des maisons de retraite et des soins à domicile. Et l'agisme, le sexisme entrent en compte, un biais contre les personnes vivant avec un handicap, la tendance politique à cet effet est de s'éloigner des investissements requis. Et le fédéral pourrait également réfléchir et prendre en compte d'autres possibilités de prestations fédérales. Il pourrait établir des politiques pour améliorer la formation et la culture des PAB, à offrir des horaires de travail flexibles, des prestations de sécurité sociale pour ces PAB et des prestations en espèces aux personnes âgées qui ont besoin de soins à domicile au lieu de soins à domicile officiels. Et d'avoir consacré de l'aide financière aux personnes âgées qui demeurent à domicile, qui demeurent dans la résidence pour faire des accommodements, des constructions, des rentes d'accès, etc. Et donc, pour les personnes vieillissantes, il y a une fenêtre qui s'ouvre à nous en lien à cause de la COVID et tout ce drame qui se sont révélés à nous dans les soins de longue durée. C'est l'occasion qui s'offre à nous. La tendance politique sera de trouver une option facile, un nouvel accord entre le fédéral et le provincial et le travail qu'ils sont à faire en lien avec les normes d'accréditation. C'est très important, c'est valable, mais ceci n'aura pas un effet de changement important pour améliorer, surtout transformer les soins aux personnes âgées au Canada. Pourquoi donc j'ajoute cette citation de la part de John Tronto qui dit « Les soins ne sont pas une préoccupation réservée aux femmes par le patriarcat. » Et vous continuez à l'écrire une sorte de question morale. Alors, merci pour cela. Merci pour ce résumé, ce condensé de vos grandes connaissances dans la matière. J'aimerais vous soumettre une question que l'on pose très souvent. Ne serait-il pas nécessaire de faire des entreprises privées en SLD des entreprises publiques? De rendre public ces centres de SLD présentement privés pourrait-il résoudre tous ces problèmes que l'on constate dans le secteur depuis quelques décennies
énorme, et notamment ces derniers 13 mois. Oui, c'est quand il veut dire entreprise publique, est-ce qu'on se débarrasse donc des centres de SLD du privé? Nous avons énormément de centres de SLD présentement privés et à but lucratif. Et c'est là, il y a eu plusieurs décès, plus de décès de la COVID-19 que ce ne fut le cas dans les centres de SLD du public en lien avec le personnel qui s'est préposé aux bénéficiaires, qui doivent travailler à temps partiel, temps partiel, aller d'un établissement à l'autre, etc. D'où la propagation des contagions. Et donc, ceci pourrait faire partie de la solution, mais en soi, ça ne résoudra pas le problème. Tel que j'essaie de démontrer, ce qu'il faut, c'est une quantité immense d'investissement en raison d'où on se situe dans les SLD. Après quoi, on peut poser la question, comment mieux desservir les personnes en soins de longue durée? Le but à but lucratif, ils sont motivés par les bénéfices et la profitabilité, la rentabilité. Et donc, les gouvernements provinciaux et les responsables du secteur provincial pourraient dire, avec le temps, nous allons nous débarrasser des centres de SLD à but lucratif pour favoriser les centres publics. Mais il faut faire attention, ce n'est pas la solution totale. Dans le contexte de la COVID-19, il y a eu une révélation, mais ça ne veut pas dire que de résoudre et se débarrasser des SLD à but lucratif, que tout sera résolu. Le problème est beaucoup plus complexe que cela. Ai-je répondu à la question? Oui, je crois que oui. Nous comprenons que c'est très personnel pour la plupart des gens qui se sont impliqués dans ce débat et à assurer le meilleur système de soins de santé au Canada. Il y a une différence entre le financement et la livraison. Nous avons les systèmes publics qui sont sous différentes appellations selon la province, une appellation selon la province. Et ensuite, nous avons les soins de longue durée privés, les maisons pour retraités, par exemple. Et ce sur quoi on doit réfléchir, le pouvoir gouvernemental devrait répondre à comment accéder au financement gouvernemental, les fonds publics. Quels sont les critères qui justifieraient votre accès aux fonds publics? Ce qui est très important à cet effet, nous devons toujours avoir un élément de financement privé. Il y aura toujours des maisons pour retraités privés pour des personnes qui n'ont pas besoin de soins de longue durée. Ils ont peut-être besoin d'entretien ou d'aide à se faire livrer les repas, etc. Et donc, vous n'allez pas dire ceci est privé, on s'en occupe pas. On doit avoir une réglementation appropriée pour le volet privé et le volet public. Et c'est pour cela que dans ma proposition, je dis que c'est la responsabilité de la personne gouvernementale, du titre gouvernemental ou la commission, un panel d'experts indépendants qui vont évaluer de sorte que je crois que tout devrait relever du provincial à cet effet. Moi, c'est sûr que je m'éloignerais des entreprises privées parce qu'elles sont difficiles à réglementer. Autre question,
Madame Romanich, à savoir s'il y a des exemples de succès dans les soins de longue durée qui se sont démarqués. Nous avons vu des meilleures performances dans les deux genres de résidence, du secteur public et du secteur privé. Et quand vous étudiez pourquoi, c'était véritablement en raison de la qualité du personnel. Ces anciennes résidences ont beaucoup de résidents dans une même chambre. Et avec toutes ces gouttelettes et tout le lavage des mains n'était pas compris à ce moment-là. Et le facteur de la ventilation n'était pas pris en compte non plus. Nous n'étions pas renseignés. Et alors, vous avez l'enjeu du secteur abus lucratif. Et dans le contexte de la COVID, nous avons observé des municipalités, Kingston par exemple, et leur médecin en chef de la santé publique a veillé à mettre en place rapidement une série de contrôles d'infection pour prévenir la contagion, pour empêcher les employés de faire la propagation des contagions à se déplacer d'un établissement à l'autre. Nous avons des exemples extraordinaires où ils ont contrôlé les explosions de COVID. Les outils, malheureusement, n'ont pas toujours été mis en pratique. Et après avoir observé les résultats de Kingston, pourquoi on ne les a pas copiés partout en Ontario, partout dans le pays? C'est une question qu'on se pose, cette idée donc de fédéralisme et d'évolution des responsabilités au provincial. On observe de beaux exemples et on ne s'en inquiète pas. Comment comprendre cela? Je l'ai observé dans d'autres aspects de livraison de soins de santé, ce qui se passe dans les plus petites communautés où, par exemple, avant la COVID-19, une équipe de paramédics dans une petite ville allait faire des visites à domicile avec, pour rassurer les personnes qui craignaient se rendre à l'hôpital. Alors, on faisait des visites à domicile pour vérifier les signes vitaux, etc., donner les injections aux patients qui ne prendraient pas à leur rendez-vous. Eh bien, il y a plusieurs projets pilotes amorcés ici au Canada et nous avons de grands succès. Nous avons de beaux exemples. En Alberta, par exemple, qui n'ont pas été mis en valeur, mis en lumière, parce que tout le monde résiste. C'est normal de résister au changement. Je pense que cet enjeu, donc, et je reviens à cet enjeu de gouvernance, au cœur de ce sur quoi l'on doit mettre l'emphase. Nous avons tendance à faire le moins possible pour apaiser tout le monde, mais ne rien changer parce que c'est trop dérangeant. C'est pour cela que je veux une législation fédérale pour protéger les soins de longue durée euh, qui va accorder des investissements importants en lien avec des critères d'accessibilité dans la loi du Canada sur les soins de santé, à ne pas devoir attendre des mois et même une année avant la chirurgie.
anticipée. Donc, les enjeux d'accessibilité sont assez vagues quand même. Et cette idée, donc, que le gouvernement fédéral exigerait, dans ce contexte d'une nouvelle loi des soins de longue durée, que les provinces mettraient en place dans chaque province des commissions ou panels d'experts indépendants qui vont être imputables au public, aux gouvernements provinciaux et fédéral directement. Je pense que ce serait très important pour effectuer du changement. Et les éléments de contrôle des infections, la contribution des paramédics dans les communautés qui pourraient faire des visites chez les personnes âgées pour leur prodiguer des soins à domicile aux besoins. Est-ce qu'on discute avec les municipalités ou les soins de longue durée? Vous auriez un ensemble d'experts responsables dans chaque province, une commission qui serait composée d'un panel d'experts indépendants. Indépendants du gouvernement et de l'industrie. Être tout à fait indépendant de l'industrie et du gouvernement pour faire un travail correct. Le gouvernement va dire, voici, on a X nombre de dollars à consacrer aux soins de longue durée. Voici, vous la commission du panel d'experts indépendants provincial, voici l'argent. Qu'est-ce que vous avez à faire? Et vont spécifier des obligations de rendre des rapports. Un panel d'experts indépendants pour chaque province. J'aimerais donc parler des soins à domicile. Il y a une question de la part de Suzanne Bélanger qui demande la mise en pratique des normes nationales selon les différentes populations d'une province, d'une région. C'est très changeant, c'est très différent. Alors, selon quelle serait la manière de réglementer et d'imposer la mise en vigueur? C'est justement au cœur du problème de la loi sur la santé du Canada. Il n'y a pas de contraintes comme cela. À l'exception du financement, si les provinces accordent du financement aux services privés. Et donc, il y a plein d'enjeux qui devraient paraître sous l'entête de cette loi des soins de santé au Canada. Vous avez donc des critères vides et vides de sens. C'est pour cette raison que je crois que le gouvernement fédéral a imposé un panel d'experts indépendants. C'est ce que pour chaque province. Et cette commission, le panel d'experts indépendants vont élaborer les normes, définir les normes, et le fédéral ne donnera rien aux provinces qui ne respectent pas, ne créent pas cette commission de panel d'experts indépendants. Chaque province aura donc ses propres besoins. Certaines provinces ont une population beaucoup plus jeune, etc. Et ceci est appelé à changer d'année en année, décennie en décennie. D'autre part, si le fédéral contribue financièrement,
nous avons droit de dire, en tant que citoyens canadiens, ben, on a droit de voir une amélioration alors. Ce sont nos, nos contributions. La question est très bonne. C'est justement en lien avec l'enjeu de la gouvernance qui est au cœur de toutes les difficultés en soins de longue durée. Je voulais demander, en lien avec les soins à domicile, nous savons que les personnes âgées veulent vieillir à domicile dans leur communauté, mais ont besoin de plus de soutien. Y a-t-il des exemples à l'international ou ici au Canada qui pourraient nous servir de guide? Une fois de plus, la question est très bonne. Je parle ici, mes recommandations sont en lien avec les soins de longue durée et ne tient pas compte des soins à domicile. Du point de vue provincial, il y a trois volets importants. Nous devons améliorer l'accessibilité, les normes, la qualité à l'intérieur des lieux de soins de santé, que ce soit à domicile ou dans les maisons pour retraités. Nous devons investir dans des soins à domicile officiels et non officiels, où les personnes âgées qui ont besoin de soins à domicile qui seront fournis par les enfants ou le conjoint ont besoin de soutien financier pour faire ce travail. Et donc, il nous faut que ce que je propose ici, nous devons faire ces investissements dans les soins de longue durée dans un contexte informel, euh, c'est-à-dire les soins à domicile. C'est une intersection assez intéressante entre ces différents lieux de soins de longue durée, que ce soit en résidence de soins de longue durée, maison de retraite ou soins à domicile. Il faudrait un financement dédié en soins de longue durée et avec intersection avec les maisons de retraite et soins à domicile. La province, les provinces veulent simplement mettre l'accent sur les soins de longue durée. Personne ne veut aller en soins de longue durée, alors nous allons mettre l'accent sur les soins à domicile. Cela veut donc dire des soins informels, remettre le fardeau sur les membres de la famille. Pensez-y bien. Et vous avez réalisé qu'ils le font d'une perspective d'économie. Et donc, un pourcentage d'entre nous allons toujours avoir besoin de, de soins de longue durée formels. Et c'est-à-dire 24 heures, 24 heures, 7 journées semaine. Et il n'est pas économique de croire qu'on pourrait l'offrir à domicile ou croire de croire que la famille pourrait prodiguer tous ces soins de longue durée 24 heures, 7 jours semaine. Alors, c'est vraiment irréaliste. Et donc, plusieurs personnes sont à ce point inquiètes par la qualité des soins dans les soins de longue durée, sont à économiser pour s'offrir la possibilité qu'ils auront besoin de soins de longue durée 24 heures, 7 jours par semaine à domicile. Et c'est irréaliste
Un faible pourcentage d'entre nous auront besoin de ces soins de longue durée. Et donc, si nous pouvons offrir ces soins de longue durée formels correctement, je pense que ces autres éléments vont s'imbriquer sainement. Et nous n'avons pas besoin de vivre dans l'anxiété que l'on doit économiser pour obtenir l'équipement et les finances pour obtenir des soins à la maison jusqu'à la fin de sa vie. Nous devons savoir que dans cette faible nécessité, puisque le pourcentage est très faible de personnes âgées qui auront besoin de soins de longue durée 24 heures par jour, 7 jours semaine pour une longue durée de temps en résidence spécialisée, nous pouvons apprendre d'autres pays et ces rémunérations en espèces aux membres, aux personnes âgées qui peuvent ensuite rémunérer les personnes qui leur viennent en aide, les voisins, les amis, les membres de la famille. Donc, une approche informelle. Je pense que j'ai été un peu partout, là. J'ai été. Patricia Sullivan-Taylor pose la question suivante. Vous avez parlé de changements en lien avec les emprunts pour déterminer la qualité des soins en soins de longue durée. Mais ces établissements dans les résidences plus petites, par exemple aux Pays-Bas, où les résidences sont conçues pour être plus résidentielles, avoir une apparence de chez soi, et une résidence plus familiale, plus petite. Selon nos études, nous devons étudier ces autres approches pour décider si ceci serait applicable au Canada. Nous avons une relation fédérale provinciale et une loi sur les soins de santé propre à nous. Je crois que ces commissions provinciales de panel d'experts indépendants devraient instaurer des règlements. Et vous avez raison à étudier les différents modèles de livraison de services, ou si vous préférez, ces grandes chaînes corporatives. Vous préférez des petites résidences de soins. Je pense que ceci pourrait être évalué par des panels d'experts indépendants pour chaque province. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui doit être relevé au niveau national dans 20 ans. Est-ce que ce sera toujours approprié? Et l'on va vouloir, au niveau des normes nationales, s'assurer du volet d'imputabilité. Et donc, avec l'obligation de rendre des rapports avec plus un système d'inspection après avoir défini les normes, les niveaux de personnel, les niveaux de formation en fonction des besoins de chaque population.
de différentes provinces. Il y a des enjeux. Les médicaments d'ordonnance ne font pas, ne font pas partie des normes. Nous devons explorer et déterminer de normes qui vont perdurer dans le temps avec une souplesse pour permettre une évolution démographique qui vont déterminer des besoins de longue durée. Est-ce que l'assurance des médicaments a joué un rôle dans le contexte de la COVID-19? Oui, la loi des soins de santé du Canada est un gabarit superbe en soi. C'est un moyen que le gouvernement fédéral pour pour mettre en valeur son pouvoir de dépenser, mais ce qui est négatif est en lien avec la mise en vigueur de l'application et le fait que la contribution fédérale a diminué et donc la loi prenait plus d'importance que les éléments de besoin en santé. Alors, si les, la loi des soins de santé au Canada ne se prête pas tellement bien aux soins de longue durée parce qu'il faut des soins pour les soins du privé et du public. Et ce n'est pas la même chose qu'un seul payeur relevant de notre loi sur les soins de santé du Canada. Les deux doivent être réglementés d'une manière appropriée et nous devons aussi nous assurer de veiller au travail flexible, aux prestations de sécurité sociale, aux prestations en espèces aux personnes âgées qui ont besoin de soins à domicile, ainsi de suite. C'est un enjeu de société en lien avec l'agisme, le sexisme et les préjudices envers les personnes vivant avec un trouble cognitif, voire un trouble de démence, ce qui nous menace tous, qui nous, qui nous angoisse tous. Une fois que la COVID-19 sera résorbée, tout cet enjeu va disparaître. On n'en parlera plus. Le premier ministre a dit qu'il peut faire quelque chose. Assurons-nous que ce qu'il fera sera valable. En raison du temps, je voudrais revoir d'autres enjeux, mais malheureusement, on ne posera pas toutes les questions. Vous parlez de juridiction. Vous en avez parlé dans vos diapos. C'est un défi en soi pour établir des normes nationales, c'est-à-dire des mécanismes de gouvernance pour nous assurer d'une réglementation suffisante. Certains premiers ministres provinciaux sont d'accord et d'autres, au contraire, ne veulent rien savoir. Quel impact
pouvons-nous anticiper? Quels sont vos conseils pour naviguer ce contexte fédéral provincial? Les dynamiques provinciales sont importantes. Évidemment, j'y réfléchis énormément. Et comment espérer mettre à profit ce qu'on a de mieux, la diversité des Canadiens d'un océan à l'autre. Et je pense que les provinces qui s'opposent, ils ont toujours entendu, vous allez nous donner de l'argent et vous allez nous imposer des contraintes et dans 15 ans, vous ne serez plus là quand nous aurons tous les problèmes. Il faut une législation qui saura les rassurer, un mécanisme de financement avec garantie réfutable de la part du fédéral. C'est un volet très important. Et l'autre volet, beaucoup de soins de santé sont politisés, mais en règle générale, si vous dépensez de l'argent, vous allez les convaincre. Si la somme est suffisante et dans un contexte respectueux des enjeux provinciaux, des enjeux des provinces. Et donc, la loi des soins de santé du Canada a, a connu énormément d'objections de la part des provinces, mais avec le temps, ils se sont ralliés et nous voilà avec cette loi sur notre système de soins de santé. Il faut étudier donc les dynamiques pour comprendre comment, ça, comment aider les provinces. Vous avez remarqué que certains premiers ministres vont s'inquiéter d'une volonté ou d'une ambition dissimulée de vouloir se débarrasser des soins de longue durée à but lucratif. Voir. Et donc, les responsables vont devoir se en remettre à leur commission composée d'un panel d'experts indépendants pour définir les normes, etc. Et toujours rendre leur rapport et rendre des comptes au provincial, au fédéral directement et au public. On doit en tenir compte, mais on doit apprendre à s'assurer d'instaurer de véritables changements pour transformer les soins aux personnes âgées au Canada, pour mieux servir les intérêts du public. Les commissions provinciales composées de panels d'experts indépendants auront comme devoir de répondre au public en premier lieu. Évidemment, de créer une ligne directe d'imputabilité entre une commission provinciale et le grand public et le mode à suivre. Quel rôle pourriez-vous proposer à des organismes tels les retraités fédéraux et ses membres pour galvaniser les paliers gouvernementaux? Écrire à ces membres de parlement, ces députés provinciaux, etc. Je pense qu'il y a une occasion présentement et vous allez devoir frapper aux portes, défoncer les portes. Il faut des réformes énormes, fortes,
influentes et non pas de petits ajustements. Ce qui serait idéal, j'ai énoncé des normes nationales de gouvernance et responsabilité. Il faut en discuter sur le comment et non pas sur allons-nous faire des changements, apporter des changements? Non, non, pas question. Nous devons dire alors comment? Quelle option serait supérieure? Énoncer, faire des ébauches, en discuter, essayer de convaincre le gouvernement fédéral de déposer ceci comme projet de loi ou de proposer à un parti d'opposition. Ce n'est pas si, est-ce qu'on doit, c'est comment. Nos députés nous ont fait comprendre qu'il fallait agir. C'est le quoi qui embête. Dernière question. Il y a lundi, le dépôt du budget fédéral. Ils ont parlé de normes nationales dans le discours du trône, etc. Croyez-vous qu'à partir de la Nouvelle-Zélande, vous allez constater des changements dans ce budget ou espérez-vous voir quelque chose de précis dans le budget de lundi prochain? Ce que j'aimerais voir, c'est une grande enveloppe de financement, grosse enveloppe de financement pour les soins de longue durée. Comment appliquer ce financement reste à déterminer. Ce qui me décevrait, ce serait des énoncés habituels pour inciter pour des accréditations volontaires de la part des secteurs privés et publics de soins de longue durée. Ce serait correct, mais ça ne pourra pas transformer les soins aux personnes âgées au Canada. Ce ne sera pas assez fort. Ce serait qu'une rhétorique. Ce serait certainement insuffisant. Il faut des investissements d'envergure avec réglementation appropriée éventuellement. Il faut une transformation de ces soins aux personnes âgées au Canada. À la ligne. Caroline, un grand merci pour ce partage de vos connaissances avec nous. Je crois que vous nous donnez espoir que ces nombreuses tragédies de la pandémie ne se répéteront jamais. Ceci veut dire que tous les organismes de défense des intérêts, tels le Comité de la défense des intérêts des retraités fédéraux et ses membres, doivent pousser cet enjeu à l'avant-plan de tous les paliers gouvernementaux, insister pour que nos élus s'en préoccupent dès maintenant. Ceci doit être l'enjeu principal de la prochaine campagne électorale. C'est clair que pour avoir un impact en 2021 et pendant les élections fédérales, nous aurons besoin d'une équipe plus forte que jamais. Si vous souhaitez faire partie du mouvement de la défense des intérêts de retraités fédéraux, joignez-vous à Rayonnement 338, notre réseau national de défenseurs qui travaillent ensemble pour faire avancer notre mission d'améliorer la qualité et la sécurité de la retraite de nos membres et de tous les Canadiens et Canadiennes. Notre réseau Rayonnement 338 est un excellent moyen d'influencer les priorités de notre prochain gouvernement. Vous trouverez un lien pour vous joindre au Rayonnement 338 sur notre site web à www.retraitéfédéraux.ca. Merci une fois de plus, Caroline, de l'Université d'Ottawa. Ce fut un honneur de vous entendre. Merci à vous tous et toutes d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Je voudrais remercier l'équipe et merci aux membres de notre auditoire
consacré le temps et se sont intéressés à ce sujet. Je voudrais terminer en citant une des principales responsables de la santé publique pendant la pandémie, la docteure Bonnie Henry. Faire preuve de gentillesse, de calme, de bienveillance les uns envers les autres et la prudence est tenez bon de la part du docteur Fitzgerald de l'Est du pays. Profitez bien du reste de votre journée.